Merci beaucoup à tous les 6 d'avoir été avec nous sur ce plateau. Restez avec nous sur BFM TV, puisque dans quelques instants, cette édition spéciale se poursuit. On va continuer à guetter cette base militaire d'Anchorage avec vous, Maxime Switek, et guetter bien sûr l'arrivée d'Air Force One dans les airs dans quelques instants. Évidemment, bonsoir à tous les deux, bonsoir à toutes et à tous. Édition spéciale sur BFM TV, la rencontre Donald Trump, Vladimir Poutine. C'est maintenant, c'est ce soir et c'est en direct. Le moment de vérité pour l'Ukraine, après plus de 3 ans de guerre, avec peut-être ce soir, peut-être un espoir de cesser le feu. On va le vivre tous ensemble en direct sur BFM TV. Les deux présidents américains et russes face à face en Alaska, à Anchorage. Ils doivent arriver sur place, vous l'avez compris, d'un instant à l'autre. C'est Donald Trump qui doit arriver pour accueillir ensuite Vladimir Poutine. Ce sera l'une des images que l'on va guetter évidemment ce soir. Image en direct d'ailleurs de la base américaine d'Elmendorf-Richardson. C'est donc en Alaska et c'est là que tout va se passer. On va voir cette image en direct. C'est là que les reporters de BFM TV se trouvent. Bien sûr, Laurent Saïm, Antoine Lard, Axel Monnier également avec nous ce soir. Les voici. Mais nous sommes aussi bien évidemment du côté de l'Ukraine, du côté de Dnipro avec Nicolas Coadou. On est du côté du fort de Brégançon. C'est là qu'Emmanuel Macron va guetter lui aussi ce qui se passe du côté de l'Alaska. On retrouvera Hugo Capelli tout au long de cette soirée. Édition spéciale qu'on va vivre tous ensemble en direct sur BFM. On sera aussi évidemment du côté de la Russie, mais priorité au direct, priorité à l'Alaska. On va retrouver l'une de nos envoyés spéciales, Laurent Saïm. Bonsoir Laurence, je le disais, c'est une question de minutes. La première image que l'on va voir ce soir, c'est donc l'arrivée de Donald Trump qui va arriver encadré par ses chasseurs américains, ses avions de chasse américains. Oui, absolument. Donald Trump a pris son avion Air Force One ce matin et dans l'avion, ce qui n'est pas coutume, il a déjà fait une interview avec nos confrères de Fox News pour répéter à quel point qu'il n'était pas là pour parler pour l'Ukraine, mais qu'il voulait simplement convaincre le président Poutine d'accepter une rencontre avec le président Zelensky. Comme hier dans le bureau ovale, eh bien Donald Trump a répété dans cette interview qu'il allait savoir dans les 5 premières minutes si cette rencontre avec le président Poutine pouvait marcher ou pas. Il l'a vraiment affirmé. Donald Trump, qui comme vous le savez adore dire qu'il sait faire des deals, considère qu'il est en train de faire un deal avec celui qui dans une autre vie était l'ancien directeur du KGB. Laurent Saïm en direct. Je vous garde encore un instant, Laurence, évidemment, vous qui suivez notamment Donald Trump depuis des années. Évidemment, Donald Trump, vous le disiez ce soir, dit « Je ne suis pas là pour négocier, pour discuter à la place des Ukrainiens ». Mais il a aussi, lui, une pression énorme sur les épaules. Il ne peut pas échouer ce soir, Trump. Et vous avez tout à fait raison de dire, il ne peut pas échouer, mais moi ce qui me frappe en termes de communication, c'est qu'au moment où ici, on a tous les yeux rivés sur cette crise d'une importance considérable pour l'Europe, eh bien des conseillers de Donald Trump ont téléphoné à des journalistes de CNN pour dire que l'administration Trump allait déployer 4000 Marines en Amérique latine, car Donald Trump veut déclarer la guerre aux narcos. Vous imaginez pour les Américains ce que ça veut dire. Nous, on est focalisés sur évidemment ce sommet et avec à juste raison puisque c'est en Europe que ça se passe. Mais pour les Américains, eh bien voilà, l'administration Trump fait encore une diversion de plus en annonçant 4000 Marines déployés en Amérique latine. Alors, je voudrais simplement vous donner, puisque nous sommes en direct, une petite information et que vous savez qu'on aime bien vous donner en priorité sur BFM TV des informations. C'est la délégation qui est avec Donald Trump et ça c'est très intéressant parce que il y a le ministre des Affaires étrangères Marco Rubio, le secrétaire d'État, mais il y a aussi le ministre des Finances, sans doute pour évoquer les sanctions russes. Il y a aussi le ministre du Commerce parce que visiblement Donald Trump, si ça se passe bien avec Vladimir Poutine, eh bien veut parler de cette zone importante en Alaska et de ce qui se passe en Arctique et des forages pétroliers. Les Russes sont très attachés à cela. Et puis il y a la chef du protocole qui elle aussi, avant de décoller de Washington, a mis sur les réseaux sociaux une photo d'elle en robe un peu de cocktail pour débarquer ici en Alaska aux côtés du président américain.
Laurent Saïm en direct d'Anchorage en Alaska. On va vous retrouver avec nos reporters évidemment tout au long de cette soirée, de cette édition spéciale en Alaska. C'est là que ça se passe. Vous voyez cette image en direct. Alors ce sont les coulisses. On est en train de préparer l'estrade où vont arriver tout à l'heure les deux présidents. Alaska 2025 avec cet aspirateur qui est en train d'être passé. On va commenter cette image parce qu'elle est éminemment symbolique ce soir. C'est la première image que les Américains ont voulu renvoyer de cette rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Pour la commenter avec moi ce soir, Elsa Vidal, que je suis ravi de retrouver. Bonsoir Elsa, notre éditorialiste politique internationale. Didier François, bonsoir Didier. Bonsoir, et bienvenue sur BFM TV, ravi de vous retrouver évidemment. Philippe Gély avec nous, bonsoir Philippe. Bonsoir. Directeur adjoint de la rédaction du Figaro, ancien correspondant à Washington, à Jérusalem notamment. Claude Blanche-Maison avec nous, bonsoir Claude. Bonsoir. Monsieur l'ambassadeur, ancien ambassadeur de France à Moscou, auteur de Fragments d'un parcours aventureux. Oksana Melnichuk, bonsoir. Merci d'être là, Oksana, politologue ukrainienne, directrice de l'association Unis pour l'Ukraine, et Romain Mielkarek, notre consultant défense ici à BFM TV. Bonsoir Romain. Bonsoir. Didier François, je vous demande à vous de nous commenter d'abord cette image-là. L'image que verra tout à l'heure Vladimir Poutine quand il va poser le pied sur le sol américain, c'est donc l'image de ces 4 chasseurs, de ces 4 avions de chasse américains F-22, dernière génération. Ah oui, c'est ça, c'est du lourd. C'est-à-dire que grosso modo, voilà, on est quand même dans le déploiement de puissance. On est sur un sommet, et c'est bien ça que Trump et Poutine veulent montrer. C'est en Alaska, très loin de l'Europe. C'est en tête-à-tête entre deux puissances qui ont chacun plus de 5000 têtes nucléaires. Et donc c'est ça le ticket d'entrée à la table, en fait. Ce qu'on discute ce soir, c'est pas que l'Ukraine. Ça va être y compris les relations avec l'OTAN, l'Europe. En fait, on a l'impression, et tout est fait pour qu'on ait cette impression-là, que ce que voulait Poutine d'ailleurs depuis 2007, de revenir, c'était son discours de Munich, de revenir dans une sorte de parité de négociation avec les États-Unis sur les affaires du monde. Et puis après, ils vont séparer en petits morceaux. Il y aura l'Ukraine, il y aura l'Europe, il y aura leurs relations à eux, leur bilatéral, l'économique, etc. Et donc là, on est bien dans la phase bilatérale où les deux chefs d'État vont se montrer un peu les muscles, etc. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Vraiment, je pense que ce n'est pas que l'Ukraine qui est discutée ce soir. C'est vraiment en tout cas, c'est ce que va essayer de faire Vladimir Poutine et Trump, parce que c'est comme ça qu'ils négocient. C'est du rapport de force. On est en train de changer d'époque. On est sorti des relations internationales policées et encadrées par des règles internationales à l'ONU, etc., etc. On est sur les bêtes de force qui s'affrontent et qui discutent de l'avenir du monde. Je vous rappelle le déroulé des minutes qui viennent. Donald Trump doit arriver d'une minute à l'autre. Air Force One doit se poser d'une minute à l'autre sur cette base américaine, donc en Alaska. Et ensuite, ce sera au tour de l'avion du président russe. Et il nous est dit ce soir que Donald Trump accueillera en personne, au pied de l'avion, avec ce tapis rouge, le président russe. Cette image, Elsa Vidal, que veulent montrer les Américains en mettant en scène cette arrivée-là? Parce que ce sont eux qui ont choisi, évidemment, de mettre ces 4 avions de chasse et une image qu'on a découverte là il y a quelques minutes. Didier le disait très bien, il disait que c'était une démonstration de puissance et que c'est d'ailleurs sur cette puissance que Donald Trump entend fonder sa légitimité à agir. Je ne parle pas de droit à agir, puisque justement ce qu'il met de côté, ce qu'il s'efforce de mettre de côté, et c'est le grand point de convergence avec Vladimir Poutine, c'est leur convergence de vue sur l'ordre du monde, c'est que à tout seigneur, tout honneur, la puissance détermine la légitimité à agir. Et là, c'est tout de même une volonté de replacer Vladimir Poutine dans un cadre qui doit lui rappeler que celui qui, pour l'instant, a le plus de cartes en main, c'est Donald Trump. Ouais. Et c'est ce que cette image montre ce soir. Oui, c'est ce que cette image précisément montre ce soir, même si la tenue de ce sommet est en soi une victoire diplomatique pour Vladimir Poutine. Oui, on reviendra évidemment sur cette victoire-là, même si je sais ce que vous allez dire, Philippe Gély. Il en a vu d'autres, Vladimir Poutine. Il les connaît par cœur. Ah, vous n'allez pas dire ça. Il en a vu d'autres, en effet. Non, quand on parle de mise en scène et de Trump, il faut toujours penser à la télévision. Le message, c'est on parle de choses graves, de guerre et de paix. Je suis le président des États-Unis et je m'adresse au peuple américain. Cette image, elle est autant adressée au peuple américain et aux téléspectateurs américains qu'à Vladimir Poutine. Je ne suis pas certain que 4 chasseurs postés comme ça en comité d'accueil impressionnent particulièrement Vladimir Poutine parce que, comme vous vouliez me le faire dire, en effet, il est complètement rompu à ce genre d'exercice. J'ai fait le compte, il en est à son 49e entretien en tête-à-tête avec un président américain. Il y en a eu 5. Bien sûr. Il y en a eu 28 avec Bush, 9 avec Obama, 1 avec Biden, 6 avec Trump déjà, et 4 avec Clinton au début de son mandat.
Donc ça veut dire que pour lui, c'est presque la routine. Et je pense qu'il aborde cet entretien relativement confiant sur ses capacités de manœuvrer, sinon manœuvrer, du moins convaincre Donald Trump de ce qui est pour lui un intérêt stratégique majeur. On retourne à Anchorage dans une minute. Oksana Melnichuk, cette image-là, qu'est-ce qu'elle vous évoque à vous ce soir, à vous, Ukrainienne? Vous savez, quand j'ai vu ce tapis rouge, je me dis mais quel dommage, parce que nous, les Ukrainiens, on attendait à voir Poutine plutôt à la Haye. Oui, dans le tribunal international. Et une seule excuse pour Trump accueillir le criminel de guerre, c'est mettre la pression pour lui pour obtenir le cessez-le-feu. C'est une seule excuse. Sinon, je pense que ça met quand même la tache noire sur la réputation de la pays qui était considéré jusqu'à présent comme le leader du monde démocratique. Et à ma connaissance, vous savez, on a même contacté notre contact au sein du Parti républicain parce qu'il y a les ressortissants de l'Union soviétique qui sont maintenant au sein du Parti républicain aux États-Unis. C'est le fameux parti réaganiste, si vous voulez. Et il nous a dit qu'eux, ils préparent le impeachment au président Trump, parce que pour eux, c'est impensable accueillir Poutine aujourd'hui, dans les circonstances actuelles, accueillir par les États-Unis officiellement. Je vous donne la parole, Emmanuel Carrec et Claude Blanchemaison dans un instant, mais d'abord Antoine Hollard nous attend du côté d'Anchorage en Alaska. Antoine, évidemment, c'est un sommet placé ce soir sous très très haute sécurité que d'avoir sur une même base militaire le président russe et le président américain. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que cette rencontre a lieu dans cette base qui est située à la sortie d'Anchorage. Alors c'est un site immense qui fait 3 fois la taille de Paris et qui est évidemment déjà en temps normal hautement sécurisé. C'est une base très stratégique pour l'armée américaine, notamment pendant la guerre froide. Elle a joué un rôle très important de surveillance de l'URSS qui est située de l'autre côté de la frontière, de l'autre côté du détroit de Bering, à quelques centaines de kilomètres d'ici. Alors vous le voyez, il y a peut-être un peu derrière moi, il y a des grillages tout autour du site. Il y a un checkpoint ici à l'entrée toutes les entrées sont surveillées de cette façon. Ce qui est intéressant, c'est que tout va se passer dans cette base. Et ailleurs en ville, eh bien, il n'y a pas de sécurité particulière. Le centre-ville d'Anchorage est à une dizaine de kilomètres d'ici. Et ce qui est du coup assez amusant, entre guillemets, c'est qu'il y a un décalage entre ce sommet historique et la sécurité très forte ici sur la base et la vie à Anchorage qui se poursuit comme si de rien n'était. Les habitants sont dans leur quotidien. Beaucoup d'ailleurs sont assez indifférents à ce qui se passe ici. À côté de la base, à l'endroit où je me trouve, il y a même un centre commercial qui est ouvert. On voit des gens qui vont faire leurs courses vraiment comme si de rien n'était. Cette base militaire, donc effectivement, c'est là que tout va se passer. Les deux présidents vont rester dans cette base. Ils ne prévoient pas d'aller en ville, ce qui explique aussi pourquoi il n'y a aucune sécurité particulière déployée dans le centre-ville d'Anchorage. Alors, il va y avoir un peu d'effervescence quand même à Anchorage aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs rassemblements qui sont organisés, des rassemblements en soutien à l'Ukraine. Il y en a déjà eu un hier auquel nous nous sommes rendus avec Philippine David. On a rencontré pas mal d'Américains qui étaient sur place, entre 300 et 500 personnes qui étaient mobilisées, des Américains qui étaient très remontés contre la venue de Vladimir Poutine. Il nous explique que Poutine est un criminel de guerre et qu'il est absolument scandaleux que le président américain lui déroule aujourd'hui le tapis rouge. Ça, ils ne le supportent pas. Ils disent que la place de Vladimir Poutine, c'est en prison. Il devrait être arrêté et non pas reçu ici avec les honneurs par le président américain. Antoine Hollard, Philippine David en direct d'Anchorage en Alaska. Regardez cette image qui nous parvient à l'instant, diffusée par nos confrères de CNN. Regardez, c'est l'image de la conférence de presse. Il y a une conférence de presse qui est prévue, ou qui est possible en tout cas, entre les deux présidents. Les pupitres sont là. Claude Blanchemaison, ce qui m'interpelle, c'est le slogan, les deux mots, Pursuing Peace, rechercher la paix. On a écrit le mot paix ce soir, on a osé écrire le mot paix ce soir. Oui, c'est intéressant. Les deux présidents, Donald Trump et Vladimir Poutine, ont, comme ça a été dit, ceci en commun, c'est qu'ils privilégient les rapports de force sur le droit international. Ça va d'ailleurs être la difficulté de l'exercice. Et le corollaire de ça, c'est que, évidemment, Trump ayant réussi à inviter Poutine sur le territoire américain, sur une base avancée de la citadelle américaine, évidemment, il a droit aux 4 chasseurs dernier modèle que Poutine n'a pas. Donc c'est quand même là aussi une démonstration. Je suis pas sûr que Poutine soit si ravi que ça. Trump lui démontre que que les États-Unis sont très puissants. Ouais. Il ne croit qu'au rapport de force. Il ne croit qu'au rapport de force, même entre eux. Mais ça va être compliqué parce que effectivement, ça veut dire que la négociation de cette nuit va être une négociation fondée sur les rapports de force. Et sur les rapports de force, effectivement, on se réfère pas au droit international. Et ce trait commun entre les deux présidents est très dangereux pour nous parce que nous autres Européens et
et ukrainien. Pour nous, c'est le droit international qui compte. Effectivement, Poutine va lui dire, écoute, il faut reconnaître la réalité, on est en train de gagner sur le terrain, donc il faut reconnaître que voilà, que il faut modifier les frontières de l'Ukraine. Ça va être son discours. Et d'ailleurs, Poutine arrive à ce sommet avec la volonté de faire reconnaître ce que lui estime des droits légitimes, ses droits légitimes sur le territoire ukrainien. Il a inventé naturellement, purement et simplement cette histoire. Mais comment va faire le président américain pour se défendre contre cet argument, puisqu'il n'a pas le droit international pour utiliser les arguments que nous utilisons quand nous discutons avec Poutine. Vous voyez que les préparatifs se poursuivent. On a installé la passerelle par laquelle tout à l'heure les présidents descendront et on est en train de dérouler le reste du tapis rouge du côté d'Anchorage. Romain Melcaret, je vous soumets à vous aussi ces 4 chasseurs américains. Moi, je trouve que dans cette mise en scène, on a à la fois le côté un peu invitation au bal tel qu'il est présenté depuis quelque temps par Donald Trump qui reçoit ce Vladimir Poutine qu'il aime et qu'il admire tant. Et puis ce côté effectivement rapport de force avec des F-22 de la 3e escadre de l'US Air Force dont la mission principale au quotidien est d'aller régulièrement intercepter les avions russes qui approcheraient un petit peu trop de la frontière américaine. Laurent Saïm l'a très bien dit tout à l'heure. En fait, pour les Américains, en tout cas pour le gouvernement américain, les enjeux de défense, ils ont totalement basculé. Alors depuis quelques années, on parlait d'une bascule vers la Chine, mais là, sous Donald Trump, on a même une bascule vers l'intérieur. La Chine n'est même plus un sujet pour eux. Pour eux, le rôle de l'armée, depuis quelques mois, c'est lutter contre c'est gérer les manifestations, lutter contre le crime et lutter contre les trafics de narcos. Des missions pour lesquelles l'armée américaine n'est pas du tout formée, c'est pas du tout leur cœur de mission. Et s'ils rentrent vraiment là-dedans et que c'est durable pour quelques années, ça veut dire qu'ils risquent même de perdre en compétence sur leur mission de combat plus habituelle. La question chinoise et la lutte contre le terrorisme. On nous annonce un atterrissage d'Air Force One dans les toutes prochaines minutes. 3 à 5 minutes, nous dit-on sur place. On suit ça évidemment, image en direct d'Anchorage, image sur BFM TV. Vous restez avec nous pour cette édition spéciale. Je vais prononcer un mot avec beaucoup de précaution. Elsa Vidal, est-ce que nous pourrions assister et, j'allais dire, participer ou commenter une soirée historique? Oui, on peut tout à fait, en tout cas, participer et commenter une soirée qui se conclurait par l'obtention, peut-être de manière très dure par Donald Trump, d'un accord en vue d'un cessez-le-feu, des conditions en vue d'un cessez-le-feu. Ce seraient les premières pierres ce soir. Oui, il ne saurait être question d'un traité de paix. Ça n'a pas de sens à l'heure actuelle. Mais se mettre d'accord sur les premières conditions ouvrant un cessez-le-feu, ça c'est possible, à condition que de nombreux facteurs convergent et qu'il y ait de la bonne volonté des deux côtés, ce qui reste largement, mais véritablement largement à démontrer ce soir. Qui veut réagir à ça, historique ou pas? Oui, enfin historique. Le résultat le dira. Pour moi, la rencontre elle-même n'est pas à ce stade historique. Je pense que toute la question, ça sera effectivement les conditions. Les Ukrainiens, il faut le rappeler, ont accepté le principe d'un cessez-le-feu sans conditions. Pour l'instant, les conditions qu'a posées Vladimir Poutine étaient inacceptables pour les Ukrainiens comme pour les Européens. Là-dessus, Donald Trump, c'est le grand mystère. Quelle compensation est-il prêt à donner à Poutine en échange d'un cessez-le-feu? Ça sera historique si Donald Trump atteint son objectif, c'est-à-dire pouvoir annoncer effectivement le principe d'un accord sur un cessez-le-feu, le principe d'une réunion à venir avec les Ukrainiens pour mettre en chantier ce cessez-le-feu, et par ailleurs les éléments d'une réconciliation bilatérale pour le plus grand bien de la planète, avec des accords. Tout ça pourrait être annoncé dans la soirée. Bien sûr, en fait, tout peut être annoncé dans la soirée. Je doute personnellement que les discussions durent 6 ou 7 heures. Ça, c'est ce que dit le Kremlin. Et que Donald Trump... Oui, mais là, franchement, c'est de la stratégie contre le déficit d'attention qu'on connaît concernant Donald Trump. Mais donc, je doute que ça dure aussi longtemps. Mais il est possible que Trump parvienne à cocher les cases. Et je m'attends à une conférence de presse assez calibrée. Ça va pas être un show freestyle. Ça aura lieu si Donald Trump est particulièrement content du résultat et donne une conférence de presse tout seul, ensuite, à la presse américaine. Je rappelle, avant de vous donner la parole, Didier, le déroulé de la soirée. Donald Trump arrive, puis Vladimir Poutine est accueilli par Donald Trump, puis les deux hommes se retrouvent aux alentours de 21h30, c'est ce qui est annoncé,
en tête-à-tête, en face-à-face, puis les deux délégations se retrouvent, et enfin, possiblement une conférence de presse. Voilà ce que l'on va vivre ce soir, Didier. Oui, alors en fait, le problème, c'est que pour l'instant, personne ne sait vraiment ce que vont se dire les deux hommes. Or, c'est ça qui est fondamental. Alors, on a eu, depuis la rencontre entre l'envoyé spécial de Trump et Vladimir Poutine au Kremlin le 6 août, Steve Witkoff a été le voir et a sorti un projet qui lui a été connu puisqu'il a été présenté aux Européens et aux Ukrainiens. Il a été revu ensuite avec Vance, le vice-président, lors d'une conférence à Londres, et ensuite... et voilà, pardon, je vous coupe, regardez cette image que l'on peut voir en direct, la voici, c'est Air Force One qui va atterrir du côté d'Anchorage, après, si je ne me trompe pas, quelques 7 heures de vol depuis Washington, peut-être un peu moins, et le président américain Donald Trump qui va donc se poser en direct sur cette base en Alaska. On est toujours en territoire américain, mais on est très proche du territoire russe. On reviendra sur le choix de cet endroit-là, mais donc Air Force One va atterrir, Donald Trump va arriver, et ça va permettre de lancer cette grande soirée que l'on va vivre ensemble. Je vous rends la parole, Didier François. Oui, donc les garanties, enfin, ce que les Américains ont dit à leurs partenaires européens et ukrainiens, c'est qu'effectivement, ils allaient ce soir donner à Vladimir Poutine les paramètres d'un cessez-le-feu. La première chose serait un cessez-le-feu, disent les Américains, sur la ligne de contact au moment de la signature du cessez-le-feu. Et que ce cessez-le-feu, qui ne se ferait pas dans un premier temps avec des échanges de territoire, etc., serait ensuite la condition pour qu'un mois plus tard commencent des négociations de paix. Ça, c'est ce qu'ils nous disent. Dans les paramètres, par ailleurs, on ne sait pas directement ce que Poutine et Trump vont se dire. Parce qu'ils peuvent complètement sortir de ce cadre-là en tête-à-tête. En fait, le cadre général, on le connaît, mais par exemple, sur la question des territoires, on voit bien qu'il y a trois lignes sur l'affaire. La première, c'est sur les lignes de confrontation. Le deuxième, c'est il n'y aura pas d'échange de territoire hors la diplomatie, donc par la force. Mais le quatrième, c'est une fois que les territoires reconnus comme souverains par chacun seront définis, il faudra en retirer Donc on ne sait pas quels sont les mécanismes qui vont permettre. Est-ce que ça sera les États-Unis qui reconnaîtront, par exemple, le dépeçage de manière ou de juré ou de facto, et qui demanderont ensuite aux autres, c'est-à-dire aux Européens et aux Ukrainiens, de signer l'affaire ou pas? On ne le sait pas. C'est ça qui va être discuté ce soir entre les deux hommes. C'est ça qui est inquiétant, en fait, c'est que eux vont fixer le cadre de cette discussion, et honnêtement, on ne sait pas. Donc ce soir, au moment où Air Force One atterrit, vous voyez cette image en direct sur BFM TV, c'est un saut dans l'inconnu total ce soir, Claude Blanche-Maison. Oui, et je crois que, puisque vous posiez la question de ce qu'ils allaient se dire, je crois que le discours il est assez simple. Le début du discours entre eux, en tête-à-tête, c'est « nous sommes faits pour nous entendre et arrêtons de nous laisser embêter par ces Européens qui sont les empêcheurs de tourner en rond ». Parce que c'est ce qu'ils disent l'un et l'autre d'une certaine manière. Donc le premier chapitre, ça sera « restaurons les accords de coopération économique, de coopération stratégique entre les États-Unis et la Russie, de façon à créer une ambiance positive sur le reste de la réunion. Et ensuite, on passera en effet à la demande de Trump. Et ça, je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Il ne sera pas possible de décider un cessez-le-feu cette nuit, mais il sera possible de dire nous travaillons tous les deux à l'obtention d'un cessez-le-feu, c'est-à-dire un objectif commun. Et effectivement, à partir de là, on prévoira des réunions ultérieures avec très certainement Monsieur Zelensky, peut-être les Européens, mais c'est pas sûr parce que pour les deux, ce sont les empêcheurs de tourner en rond qui ont toujours le droit international à la main et ça empêche l'exercice simple des rapports de force. Et par conséquent, effectivement, c'est là que se posera le problème du dépeçage éventuel du territoire ukrainien, ce qui est très grave pour l'Europe parce que c'est la sécurité en Europe qui est évidemment mise à l'encan. Mais c'est bien cessez-le-feu dont a parlé notamment dans cet avion de Air Force One Donald Trump. Je veux un cessez-le-feu. C'est bien ces premières pierres-là qu'on va tenter de poser ce soir entre les deux présidents, Emmanuel Carrec. Ce qui va être intéressant, c'est le décalage qu'il va y avoir et qu'on ne connaîtra pas tout de suite entre ce qui va être dit publiquement officiellement et ce qui sera dit officieusement. Pas mal de gens cette semaine ont comparé cette rencontre à Yalta, moment où les Alliés, pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que l'Allemagne nazie était quasiment vaincue, se sont partagés le futur du monde. En réalité, la vraie référence historique, c'est l'accord Molotov-Ribbentrop, qui a eu lieu au mois d'août en 1939, où publiquement, les soviétiques et les nazis disaient juste « on ne va pas s'agresser ».
Ce qui était vraiment important, c'est ce qu'ils ont décidé de manière secrète avec un accord dans lequel ils se partageaient un certain nombre de territoires européens. Un morceau de la Pologne, les Pays-Baltes, un morceau de la Finlande et un morceau de l'actuelle Ukraine. Et si dépeçage il y a, ça risque de se discuter. Mais ce ne sera de toute façon pas dit ce soir. Laurent Saïm en direct d'Anchorage en Alaska, pas très loin, à l'entrée de cette base militaire où va se tenir cette rencontre. Le président américain Donald Trump vient donc d'atterrir, Laurence.